Merci à tous mes invités d'être présents aujourd'hui. Je tiens à préciser avant tout que Nicolas Pris, qui est président de la Mildeka, ne pourra malheureusement pas être des nôtres parce qu'il est empêché. Mais tout le monde est là par ailleurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clotilde Dufretet, Mario Blaise, Alexis Péchard, Amine Benyamina et David Martinelli. Comme ça, je vais laisser le dernier fauteuil libre pour Nicolas Dalibar qui va nous rejoindre tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à tous d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors, honneur aux dames, évidemment. Clotilde, je vous présente en premier. Vous êtes Clotilde Dufretet, vous êtes secrétaire générale AXA Prévention. Mario Blaise, vous êtes psychiatre, addictologue, chef de pôle au centre de soins à Marmottan à Paris. Vous êtes une structure spécialisée dans la prise en charge des addictions et vous êtes également vice-président de la Fédération Addiction. Alexis Péchard, bonjour, vous êtes addictologue, spécialiste des addictions en milieu professionnel. Vous avez fondé un cabinet de conseil qui s'appelle GAE et vous êtes par ailleurs administrateur de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, autrement nommée la FIRPS. Amine Benyamina, bonjour, vous êtes professeur de psychiatrie, vous êtes addictologue, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, à PHP, et vous êtes également président de la Fédération française d'addictologie. Enfin, merci beaucoup d'être avec nous, David Martinelli. Vous êtes une personne concernée par les troubles psy, vous êtes père aidant. Aujourd'hui, salarié à la MGEN, vous êtes plus exactement dans un établissement de santé mentale à Rueil-Malmaison et donc qui est dirigé par la MGEN. Merci à tous d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Dans un premier temps, moi, ce que j'aimerais plutôt faire, c'est comprendre pourquoi aujourd'hui, finalement, on parle d'addiction en entreprise. Évidemment, aujourd'hui, on connaît à peu près les chiffres. C'est pour la cocaïne, plus d'1 million d'usagers en France. C'est, si on cumule le tabac et l'alcool, environ 115 000 décès par an. Ça, ce sont les chiffres de l'OFDT, de l'Office français des drogues et des conduites addictives. Donc évidemment, ce qu'on retrouve en société, eh bien, on le retrouve aussi en entreprise. Les addictions ne raccrochent pas leur manteau à l'entrée des organisations et des entreprises. Donc évidemment, dans le collectif professionnel, eh bien, merci. On retrouve aussi, bien sûr, tous ces chiffres-là à l'échelle de l'entreprise. Pour poser un cadre général, Amine Benyamina, je commence par vous. Vous avez coutume de définir l'addiction comme une maladie de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Merci. Alors je le dis pour éviter de rentrer dans les définitions qui n'ont pas beaucoup de sens pour monsieur et madame tout le monde et encore moins pour moi. On a des définitions très savantes pour permettre d'échanger entre spécialistes et pour pouvoir évidemment savoir on parle de la même chose. Alors par contre la pathologie de la liberté, ce sont les psychiatres et aliénistes français qui avaient du bon sens, qui avaient parlé, en parlant de l'addiction, de la pathologie de la liberté, une capacité à ne pas pouvoir s'abstenir, en gros. Et ce que je ne dis pas, mais qui est important, c'est que les personnes qui ont cette capacité ou cette perte de cette liberté sont tout à fait conscientes de ça. Et ça fait la différence entre la pathologie mentale au sens où on perd cette capacité de discrimination des choses, alors qu'une personne qui a un problème d'addiction, elle le sait, mais son addiction est plus forte que cette capacité à résister devant soit un comportement, soit une consommation. Et c'est pour ça que ça parle à tout le monde lorsqu'on dit ça. Et notamment lorsqu'on est dans une disposition où on doit vulgariser des choses un peu compliquées. Et on est sur la marge de complication en matière d'addiction pour une raison toute simple. C'est parce que le premier des réflexes qui est le nôtre, que l'on soit en entreprise, en société, ou bien dans notre manière d'évoluer en public, la première des choses que l'on a lorsque quelqu'un a un problème d'addiction, c'est ce qu'on appelle le réflexe correcteur. On a envie de le corriger quand on est praticien,
Évidemment, ça ne marche jamais. Et on a envie de le condamner quand on n'est pas praticien, quand on n'est pas du milieu de la santé, parce qu'il vient heurter, il vient heurter doublement nos convictions. Les premières, parce que nous, on ne consomme pas. La deuxième, parce que moi, je consomme, mais je ne consomme pas comme lui. Et là-dessus, il faut en avoir cette conscience-là. Oui. Autrement dit, il y a quand même un problème de perte de contrôle, ça c'est ce que vous dites très clairement, et puis aussi un problème de représentation négative qui sont liées finalement à ce problème de perte de contrôle justement. C'est-à-dire que les gens sont ostracisés par ailleurs, en plus d'être malades, tout simplement. C'est très important. Tout à fait. Mario Blaise, vous m'avez dit en préparant cet entretien que vous constatiez chez les patients que vous recevez au centre Marmottan une autostigmatisation extrêmement forte. Et qui concourt finalement à priver, à empêcher la prise de parole et à priver ceux qui sont malades et qui connaissent un problème d'addiction de s'exprimer, en tout cas de s'ouvrir et d'exposer en fait le problème qu'ils connaissent confusément. Amine Benyamina en parlait tout à l'heure. Il y a une espèce de déni, mais de conscience confuse quand même qui a un problème. Donc, qu'est-ce que c'est cette autostigmatisation que vous constatez très régulièrement dans votre exercice ? Oui, alors comme le disait Amine, là, effectivement, il y a une perte de contrôle, mais avec une conscience des troubles et le fait que beaucoup de personnes ont une perte de l'usage, c'est-à-dire qu'ils ont un usage de consommation, mais qu'ils ont perdu le contrôle par rapport à ça. Et ils savent très bien que ça pose problème. Ils ont en partie conscience qu'il y a des conséquences négatives dans plein de domaines, familiaux, relationnels, professionnels, sur leur santé. Et malgré tout, ils se retrouvent à le faire malgré eux. Et à un moment, ils ont perdu donc conscience par rapport à ça. Et l'autostigmatisation, c'est qu'ils ont l'impression effectivement que ce qu'ils font, ils savent très bien qu'ils ont un regard négatif sur ce qu'ils font. Et alors l'autostigmatisation, c'est le fait que finalement, on sait très bien que la société a un regard négatif là-dessus, mais eux aussi ont un regard négatif sur ce qu'ils font, et ce qui fait qu'ils rentrent dans une espèce de spirale où ils ont encore plus de mal à demander de l'aide, ils ont encore plus de mal à penser qu'ils ont un problème et que le problème finalement ils pourraient l'aider enfin ils pourraient demander de l'aide à traiter ce problème, et plutôt que penser qu'ils ont un problème, ils sont le problème. C'est plus avoir un problème, c'est être un problème. Et souvent, ça fait écho aussi à des choses beaucoup plus anciennes, où ils ont toujours été un problème, où souvent, ils ont eu des histoires compliquées, où eux-mêmes, ils ont été un problème dans la famille. Voilà. Et donc, tout ça fait que l'autostigmatisation est très importante parmi les patients moi, que je vois. Beaucoup ne parlent pas de leur consommation dans leur entourage et encore moins au travail. Alors voilà, dans leur entourage, ça c'est une chose. Et en milieu professionnel, vous constatez ça par ailleurs. Quelle est la crainte en fait derrière de prise de parole, spécifiquement en milieu professionnel? Le licenciement, tout simplement? Souvent, oui, bien entendu. Ou en tout cas que ça ne soit pas compris. Ou alors quand il y a eu des manifestations de l'usage ou de troubles de l'usage, parce qu'il faut distinguer aussi cette chose-là. Il y a des usages sans perte de contrôle, mais il y a des gens qui de temps en temps consomment, ont des usages, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel, et qui ont des conséquences de ça. Ça peut être des usages dangereux, mais sans avoir encore d'addiction et de troubles de l'usage. Et ils ont bien sûr peur que ça ait des conséquences sur leur emploi. Amine Benyamina, vous vouliez réagir? Oui, c'est très important ce que vient de dire Mario, parce que lorsqu'on a une personne qui a une problématique addictive dans le milieu professionnel, ce sont des personnes qui vont vivre d'abord le malheur, entre guillemets, de la maladie addictive, et ils sont dans une position d'infériorité. Ils acceptent le châtiment que l'autre leur inflige. Et ce n'est pas un châtiment forcément corporel, il est psychologique. C'est-à-dire, en gros, ils acceptent le fait d'être isolés, ils acceptent de ne pas recevoir une augmentation de salaire, ils acceptent les pires besognes, parce que c'est une manière à eux de finalement de payer, donc en quelque sorte, le fait de transgresser la règle commune. Un rachat en quelque sorte. Ça c'est terrible, une sorte de validation sans le dire qu'ils sont inférieurs par rapport au reste du groupe. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Oui, c'est la double peine. C'est la double peine. Ils se font eux-mêmes payer. Vous disiez d'ailleurs, Mario Blaise, justement à ce sujet-là, qu'en fait, il s'agissait de
tenir au quotidien. Hein, vous avez employé cette expression quand on a préparé cet entretien à plusieurs reprises, c'est-à-dire tenir la charge de travail, tenir l'addiction qu'on ne contrôle plus, tenir la dissimulation, tenir tout ça au quotidien. Oui, tenir le coup, c'est ce que disent beaucoup d'usagers dans le cadre de leur profession. Hein. Tenir le coup, que ça soit pour pas ressentir de douleur, pour pas être anxieux, c'est une fonction un peu d'automédication et de dopage, malgré tout, au travail. J'ai vu en consultation il y a très peu de temps un médecin qui lui me disait boulotter comme ça des anxiolytiques, des Xanax, pendant toute sa consultation. Il voyait 40 personnes par jour en consultation. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il a arrêté là pour l'instant, mais voilà, il en était arrivé à ça, à une vraie dépendance voilà, pour tenir le coup. Alors des fois, il y a tenir le coup sur le moment, après il y a prendre des choses pour récupérer de l'excès qu'on a fait. Il y a ça, et puis aussi dans les fonctions de l'usage de produits, en milieu professionnel, il y a aussi s'intégrer. S'intégrer, c'est-à-dire un facteur de sociabilisation. Voilà, sociabiliser avec ceux qui aussi consomment. Et ça, il y a un effet d'entraînement dans le collectif. Alors ça, on en parlera évidemment tout à l'heure, puisqu'il y a un invité qui ne nous a pas encore rejoint, mais qui sera parmi nous tout à l'heure, qui est justement une personne concernée aussi par ces problèmes d'addiction. Clotilde Dufrété, vous êtes, je le disais tout à l'heure, secrétaire générale AXA Prévention. Vous avez publié des études, vous menez des travaux AXA Prévention et il y a des enseignements très forts en fait, qui ressortent de ces études que vous menez. Vous parlez aussi dans ces enseignements, il y a une histoire de représentation extrêmement négative autour des troubles mentaux. Vous parlez de tabou, de peur du jugement finalement. Comment est-ce que ces fausses représentations, ces représentations très négatives freinent la prise de parole ? Oui, nous, on a souhaité mener en 2014, et notamment avec l'aide du professeur Lejoyeux, une étude assez profonde sur la santé mentale. D'abord, on a utilisé le GHQ12 pour avoir un indice vraiment de référence sur... Peut-être expliquer ce qu'est le GHQ12 ? C'est un indicateur scientifique pour mesurer la détresse psychologique. Mais on n'a pas voulu uniquement avoir des constats sur la détresse, on a voulu interroger aussi sur les perceptions de la santé mentale et aussi interroger les Français sur les causes de leur mal-être et aussi sur les leviers qui leur paraissent être les bons pour mieux aller. Sur les perceptions de la santé mentale, effectivement, on a été assez abasourdi de ce qu'on a pu lire, c'est-à-dire que la santé mentale fait tout bonnement peur. On a la moitié des Français qui ont peur des gens qui disent avoir des problèmes de santé mentale. Donc ça, on a quand même 50% des Français qui nous ont fait ce constat-là. Ils pensent aussi à 40% que quand on a un problème de santé mentale, il faut se responsabiliser soi-même et faire en sorte que ça aille mieux. Donc voilà, ce n'est pas considéré comme un problème de santé comme un autre. Voilà, donc il y a vraiment un gros travail. Comme une sorte de laisser aller. Exactement. Et si on va sur le prisme et le lieu de l'entreprise, pour 65% d'entre eux, il ne faut absolument pas parler d'un problème de santé mentale en entreprise, parce qu'on va être mis de côté et on risque effectivement sa carrière. Alexis Pécher, sur le terrain, vous êtes donc consultant, vous menez des audits, vous intervenez en entreprise concernant les enjeux d'addiction en milieu professionnel. Bien sûr, ces fausses représentations, vous les rencontrez vous-même tous les jours. Ça, c'est évident. Quand vous rentrez au contact des entreprises, qu'est-ce que vous constatez exactement quand vous rencontrez les gens in situ ? Il y a beaucoup de choses à dire, forcément. Tout va dépendre en fait d'où nous est adressée la question. Est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on est sollicité en réaction à un événement déclencheur ? Cet événement peut être une situation plus ou moins aiguë, suite à un accident, suite à un presque accident, suite à un événement médiatique parfois, suite à une découverte de consommation sur site, parfois de trafic sur site également. Ou alors, on va être dans des situations fort heureusement plus précoces et où là, c'est plutôt une prise de conscience de la part des organisations privées, publiques, des grandes entreprises et des plus petites, là aussi fort heureusement, qui se saisissent du sujet et qui souhaitent mettre en place une politique de prévention des conduites addictives et où on va être amené à les accompagner, à comprendre de là d'où ils partent, quelle est leur culture d'entreprise. Mario rappelait il y a quelques instants, c'était très important, quelles sont finalement les origines de consommation
dans le monde du travail. Donc revenir finalement à la source au niveau de l'organisation du travail. Donc c'est comprendre encore une fois d'où part l'organisation pour, avec eux, en faire un sujet de dialogue social qui fasse consensus avec l'ensemble des parties prenantes. Et ce n'est pas toujours chose facile. Et à partir de là, effectivement, les accompagner dans la construction d'une politique de prévention. Alors justement sur la question des origines, je reviens à vous, Clotilde, puisque dans l'étude que vous avez menée, effectivement, vous parlez de représentation, mais vous parlez aussi des causes racines. Elles sont multiples, bien évidemment, on ne va pas pouvoir toutes les énumérer ici aujourd'hui, bien sûr, mais est-ce que vous pourriez en citer quelques-unes ? Oui, nous, comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous intéressait, c'était effectivement de mettre le doigt sur les causes du mal-être des Français. Et bien évidemment, comme vous le dites, ces causes, c'est multifactoriel, bien évidemment. En revanche, il y en a 3 majeures. La première, c'est la peur du déclassement. La peur du déclassement pour 40% des Français et pour 30% d'entre eux, c'est la peur de ne pas réussir à boucler financièrement la semaine. On ne parle même plus de mois, c'est la semaine. Une peur matérielle. Exactement, c'est la peur, c'est toute notre classe moyenne qui est en train de se paupériser. Donc ça a un réel impact sur la santé mentale des Français. Deuxième constat qui nous a particulièrement glacés, c'est la solitude. Nous avons 40% des Français qui disent être seuls dans leur vie, dans un siècle hyper connecté, et plus de 30% d'entre eux nous disent qu'ils n'ont personne à qui parler. Donc là, on est quand même sur des constats qui s'additionnent et des constats qui sont quand même particulièrement alarmants et profondément tristes quand même. Le troisième constat, c'est quand même la peur aussi d'être dépassé par la technologie. Et ça, très paradoxalement, c'est un constat qu'on a beaucoup chez les jeunes. Voilà, donc on a des jeunes hyper connectés, mais qui ont peur quand même d'être dépassés par la technologie. C'est assez contre-intuitif. C'est assez contre-intuitif. Après, ça peut être aussi une problématique de future carrière qui les inquiète. Voilà. Donc, des causes racines, effectivement, particulièrement attristantes. Alors David, je vais vous interroger vous maintenant parce que vous avez eu un parcours chaotique que vous allez nous raconter en 2 mots bien entendu. Vous avez une trajectoire de personnes concernées par un trouble schizophrénique, vous allez nous en parler, personnes concernées aussi par l'addiction. Comment vous décririez votre parcours en 2 mots, justement, avec ce lien entre santé mentale et addiction, et puis quel est le rôle du travail dans votre cas ? Merci. Je pense que les addictions, c'est une comorbidité très fréquente dans les troubles psychiques. Moi, j'ai eu ma schizophrénie qui s'est déclarée suite à une décompensation quand j'ai arrêté de fumer le tabac. J'ai arrêté d'un coup et ça m'a vraiment fait décompenser. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont concernés probablement. En tout cas, on pourrait penser que le tabac n'a pas autant d'impact et pourtant, en passant de 15 à 0 cigarettes par jour, ça m'a vraiment déclenché ma schizophrénie qui était évidemment latente. J'avais déjà eu des premières alertes, mais voilà. Je me dis que les causes racines, effectivement, sont vraiment celles que je perçois aussi. Et pour le coup, dans le cadre des troubles schizophréniques ou des troubles psy, c'est un peu la même chose. On se retrouve isolé, on se retrouve avec les mêmes difficultés. Donc je pense que c'est effectivement très, très lié. Après, quand j'ai décompensé, moi, j'étais aussi dans une période où j'étais un peu en burn-out. C'est-à-dire que j'avais vraiment beaucoup de demandes au travail, j'étais stressé. Et je pense que ça a joué aussi. Encore aujourd'hui, je pense que j'ai pas une addiction forcément au travail, mais quelque chose qui en ressemble. D'accord. Et la relation que vous avez eue avec votre employeur à ce moment-là, comment vous la décririez ? Ce qui est curieux, c'est que pour le coup, j'ai toujours eu des patrons qui étaient hyper sympas, mais pour autant, il y avait quand même une productivité qui était demandée et qui était peut-être un peu trop pour moi, ou alors je me suis trop investi dedans. Dans tous les cas, c'est vrai qu'après, j'ai privilégié un environnement de travail où j'étais plus en contrôle de la situation, parce que j'ai été mon propre patron pendant une dizaine d'années. Et de ce fait, j'avais plus tant de problèmes de stress, puisque c'est moi qui gérais. Et maintenant, aujourd'hui que je travaille à la MGN, c'est vrai que c'est une équipe qui est hyper... ils sont aux petits soins avec moi. Donc, Alors, on va en parler tout à l'heure, justement. Mais la réaction de l'entreprise, Alexis Péchard, vous parlez souvent de silence organisationnel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que tout le monde sait et tout le monde se tait ? Exactement, c'est un peu un fil conducteur chez GAE Conseil que de parler de silence organisationnel. On parle beaucoup de briser justement ce silence organisationnel avec différentes manières de faire. Quand on parle de conduite addictive, finalement, dans le monde du travail, mais pas que, moi je vais effectivement parler du monde du travail parce que c'est le sujet,
C'est un peu le sujet dont tout le monde parle, mais un peu à la machine à coiffer. Et quand on connaît quelqu'un, finalement, cette personne-là, on ne lui en parle pas directement. C'est un peu le secret de Polichinelle, jusqu'au moment où finalement, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et on ne peut plus fermer les yeux sur la situation. Alors il y a des choses qui ont déjà été évoquées, il y a différentes choses qui expliquent cela, ce mécanisme. Hein, et finalement, derrière, c'est un peu le phénomène de ce qu'on appelle le déni collectif. C'est-à-dire que l'entourage professionnel se dit que de ne pas aborder le sujet, c'est parce qu'on va, de cette certaine manière, le protéger potentiellement d'une sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement. C'est de se dire que finalement, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. Qui sommes-nous pour en parler? Et puis pire encore, si ce salarié est encore, entre guillemets, productif, pourquoi adresser là encore le sujet? Ça, c'est aussi des questions souvent qui nous sont remontées. Et donc on attend, le sujet il perdure, et puis à un moment donné ça va se dégrader. Et effectivement, quand on intervient sur des situations individuelles, ce sont souvent, quand on remonte le fil en arrière, des situations que tout le monde connaissait, souvent depuis des années. Donc là, une politique de prévention dans une entreprise doit justement viser à en faire un sujet non tabou d'une part, que l'on puisse en parler et qu'on puisse faire des remontées d'informations. Et donc ça, on reviendra après peut-être sur comment ça se fait concrètement. Bien sûr, Amine. Oui, je voudrais simplement profiter de la prise de parole d'Alexis pour dire que ne croyons pas et ne croyez pas qu'il s'agit des entreprises ou bien qu'il y a quelques entreprises qui sont plus ou moins génératrices de problématiques de santé mentale ou d'addiction. Toutes les entreprises sont concernées. Ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu où on a le sentiment qu'on a des rapports rugueux entre soi que pour autant ça doit forcément aboutir à une problématique addictive ou de santé mentale. Si vous me permettez, je vais vous donner un exemple de jeune interne que j'étais. Je ne citerai pas le service où j'étais. J'étais jeune interne et j'avais comme psychologue qui s'occupait de moi, avec lequel j'avais des consultations, un psychologue qui était alcoolique. J'aime pas ce mot, mais il y avait une problématique d'alcool. Dans un service de psychiatrie. Ça fait très longtemps, ça fait 25 ans. Ce monsieur, tout le monde voyait qu'il était mal. Il arrivait très tard le matin, il était obèse, suant. On sentait bien que la veille, il avait bu, qu'il faisait un effort considérable pour venir à l'hôpital. Il était maltraité par le chef de service sans qu'on ait mis un mot sur sa problématique. Un jour, il n'est pas venu travailler, il était mort chez lui. Ça a été quelque chose qui m'a très clairement, pas étonné, mais choqué. Et j'ai dit, bon sang, avec mon regard de jeune médecin en devenir, j'ai dit, comment se fait-il que quelqu'un qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui est dans un service de psychiatrie est mort dans son coin alors que personne n'a bougé? Oui, le cordonnier le plus mal chaussé. Mais c'est pour dire que les milieux, peut-être les plus durs ou peut-être les plus maltraitants ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Oui, tout à fait. Les nouveaux visages de l'addiction, Amine Benhamina, je vous laisse la parole, ne posez pas votre micro, justement. Les nouveaux visages de l'addiction aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On avait en tête, il y a encore quelques années, le tabac, l'alcool, peut-être parfois l'héroïne, parfois des drogues dites dures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on constate que c'est resté sur la même tendance? Est-ce qu'on constate qu'il y a une diversification des produits? J'ai déjà une idée de la réponse, mais vous allez nous éclairer sur ce point. Alors, pour faire un peu d'histoire de l'addicto, je le dis à côté de Mario Blaise, qui a marché dans les pas de notre maître à tous, Claude Olivenstein, à Marmottan. Et quand Claude Olivenstein s'est détaché de la psychiatrie sans vraiment la quitter à Paul Guiraud pour créer l'hôpital Marmottan, il a œuvré, et avec lui un certain nombre de personnes qui ont fait remonter la rivière dans le sens inverse, sur une nouvelle approche. À cette époque, le produit définissait la personne. Il y avait l'héroïnomane, l'alcoolique, celui qui consommait le cannabis. On avait un rapport au produit qui était singulier et qui fixait à la fois notre appartement social, sociétal, économique et philosophique. Oublions tout ça. Il n'y a plus ce type d'habitus. On est sur des polyconsommateurs, sur des polyproduits. On freine et on accélère. En gros, on a des psychosédatifs, des psychostimulants, sur des profils d'âge et de sexe totalement indifférenciés et qui n'émettent aucune forme de philosophie dans la consommation. On est sur un rapport psychobiologique au produit. Donc ça complique beaucoup les choses, mais c'est ainsi. Justement, à ce sujet, Mario Blaise, vous parlez d'addiction, j'y mets tous les guillemets nécessaires, bien entendu, d'addiction personnalisée. Aujourd'hui, puisque les produits sont beaucoup plus diversifiés qu'ils ne l'étaient, et puis on cherche à cumuler en fait les effets des psychoactifs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot?
Oui, quand je vous disais que c'était addiction personnalisée, c'est une manière de dire que actuellement, il y en a pour tous les goûts. C'est un peu comme au Starbucks, on peut choisir son café, sa taille, en fonction de son budget, de son envie. Voilà, il y en a vraiment, il y a tous les formats possibles, toutes les dimensions. Il y a de la cocaïne pour les pauvres, de la cocaïne pour les riches. On a des produits, mais vraiment pour tous les goûts. Tous les goûts, tous les univers, avec cette particularité que l'accessibilité est vraiment beaucoup plus grande, l'offre est importante, l'accessibilité elle peut se faire 24 sur 7. Oui, on peut se faire livrer chez soi On comme peut par se faire Deliveroo, livrer quoi. chez soi, on peut l'acheter dans la rue, enfin ça pose un problème là où on est quand même assez dépassé par ce côté offre, et donc ça pose une nouvelle manière de se poser la question, le fait qu'il n'y ait plus de pénurie comme ça. Alors en plus, je ne parle même pas des nouveaux objets d'addiction qui sont comment on gère les écrans, la pornographie, les jeux d'argent sur son smartphone et compagnie. Donc tout ça fait quand même que ça pose la question un peu autrement. Bien sûr, il faut limiter l'offre, il faut faire en sorte qu'elle soit plus compliquée, l'accessibilité, mais il faut aussi penser que il faut trouver des facteurs de protection. Ces facteurs de protection-là, ils vont être dans la capacité de chacun à trouver ses compétences psychosociales pour se protéger et tout. Mais l'environnement joue un rôle aussi. Et que chaque institution, chaque environnement doit être sécurisant, doit protéger, doit aider pour ça. Et donc, ces facteurs protecteurs-là à chercher dans l'environnement, c'est important. Et aussi apprendre à gérer et à réguler les consommations, à faire de la réduction des risques sur des consommations. Les gens apprennent à boire de l'alcool sans se faire mal. La question, c'est comment, avec toute cette offre-là, on apprendra à ne pas se faire mal. Tout à fait. Nicolas Pris n'est pas parmi nous. En revanche, on peut citer quelques chiffres en fait, que la Mildeka rend public à la mission interministérielle qui observe justement les comportements addictifs. Et justement, elle produit des données qui concernent les hommes et les femmes un peu différemment. C'est-à-dire qu'en moyenne, généralement, les femmes sont quand même un peu moins sujettes aux addictions. Pour autant, il y a quand même des effets un peu délétères, je dirais, pour les femmes qui, par exemple, accèdent à des postes à responsabilité et qui, là, se mettent justement à rentrer dans des addictions tout à fait particulières. Est-ce que sur le terrain, Alexis Péchard, vous constatez ça? Je veux dire, une différence entre les hommes et les femmes, et je poserai la question ensuite à Amine Benhamina sur le plan plus biologique, est-ce qu'on est tous égaux, entre guillemets? Alors effectivement, on observe quelques petites différences genrées, comme parce que c'était la question. Je dirais qu'aujourd'hui, le tabou est peut-être encore plus important du côté des femmes que pour les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de problématiques, mais en tout cas, ce n'est pas adressé de la même manière. Et on voit bien que l'arrivée, en tout cas, nous, ce qu'on observe à l'hôpital, je ne sais pas, mais pour le cabinet GAE Conseil, les demandes pour les femmes sont plus difficiles sur la question des conduites addictives et encore plus tabou et encore moins adressé que pour les hommes. Voilà, c'est ce que je peux dire sur cette question-là. Merci beaucoup. Amine Benhamina, justement sur la question du genre et plus généralement, est-ce qu'on est vraiment tous égaux face aux addictions? Sûrement pas. Pour les femmes, l'addiction est une double peine. C'est la condamnation par la société, la condamnation par le regard qu'on porte sur elle. C'est une femme, elle porte la vie, elle n'a pas à se mettre dans cette position. Je mets tout ça évidemment entre guillemets. Et on arrive à des tableaux cliniques extrêmement graves lorsqu'elles viennent à l'hôpital. Par exemple, si je prends l'exemple de l'alcool, les femmes consomment des alcools blancs, sans odeur, cachés. Et donc lorsqu'elles accèdent aux soins, c'est lorsque les dommages sont installés. La société ne leur pardonne pas. Et donc on arrive sur une vraie double peine. Et hélas, sur le plan biologique, puisque vous m'avez interpellé là-dessus, elles sont moins bien outillées naturellement que les hommes. Pour une même quantité d'alcool consommé, elles développent des maladies, de la dépendance et des dommages extrêmement élevés. Et là, on est sur quelque chose qui nécessite une mobilisation très spécifique. Et c'est un peu le cas en ce moment d'ailleurs. Alors, on vient d'accueillir parmi nous Nicolas Dalibard. On est très content de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de votre invitation. Pardon pour mon retard. Je vous en prie, c'était prévu. Donc, c'est pas vraiment en retard. Vous êtes une personne qui a été concernée par les addictions, qui a été concernée donc par l'addiction en entreprise également. Vous allez nous raconter votre parcours en 2 mots concernant les addictions et comment ça s'est passé au sein de votre entreprise. Allez-y.
Alors, merci de votre accueil. D'abord, j'ai été concerné, mais ça veut dire que mon entourage aussi a été concerné. Et que, effectivement, quand on pense à une personne qui tout à coup se retrouve en difficulté avec un produit, en l'occurrence pour moi, c'était 2 produits, alcool et cocaïne, on a tendance un peu parfois à oublier l'entourage et la responsabilité et le rôle de l'entourage. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de ma vie, mais je suis né breton. Peut-être que ça a joué. On peut se poser la question. Je n'ai pas de jugement à Le ce registre niveau-là. culturel, en fait, non, c'est-à-dire qu'il y a cette partie qui est très culturelle, donc exposée aux produits très tôt, avec des consommations qui sont ancrées dans des moments festifs. Il y a toutes les représentations extrêmement positives avec lesquelles on peut grandir autour de la consommation de l'alcool, par exemple. Et puis chez moi, ça va répondre à 2 choses. D'abord, une forme d'hypersensibilité qui va trouver à travers l'alcool le moyen de s'exprimer. Et ça va être important, notamment quand je vais grandir, qu'il va falloir que j'aille à la rencontre des autres, des filles en particulier. Et notamment dans le cadre professionnel, quand il va falloir affirmer des idées, être dans une représentation, une posture. Alors justement, vous avez une expression au sujet de l'alcool qui est assez intéressante. Vous parlez de courage liquide. Oui, on est nombreux à le dire. Hein, elle n'est pas de moi. C'est un peu le propre quand on est des associations de patients, c'est aussi de partager sur ces expressions qui font sens et qui donnent à voir un tout petit peu la relation qu'on peut avoir avec un produit. Oui, c'est ce petit supplément de courage, c'est un costume. J'ai un copain, Baptiste, il dit c'était mon costume de super-héros. Et effectivement, ça va jouer là-dessus. Et vous dites aussi, à propos de costume, je suis rentrée dans le costume du milieu dans lequel j'étais. Oui, alors j'ai grandi dans les années 80, à une époque où on catapultait les voitures des porte-avions pour nous vendre des véhicules, avec un rapport très libertaire, presque libertarien à la vie. Et puis avec quelque chose en moi qui me disait, voilà, ce milieu, les créations de la publicité, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et donc j'ai aussi grandi avec ce modèle-là, c'est-à-dire comme si en me projetant dans cet univers, il y avait des consommations qui allaient y être associées, et notamment pour ceux qui ont lu ou vu 99 francs, évidemment ce costume. Et donc j'y entre à la fois parce que les produits me plaisent, bien évidemment. Alors si je prends juste dans mon passé la consommation de cannabis, j'ai fait pour faire comme tout le monde. L'effet me déplaisait, mais je faisais comme tout le monde. Donc j'y retournais malgré ça. En revanche, alcool et cocaïne, chez moi, vont avoir un effet que je vais valider par l'expérience. Alors ça illustre aussi d'une certaine manière la polyconsommation dont Amit Benyamina parlait tout à l'heure. À quel moment vous avez senti que votre usage basculait vers un usage contraint et vers un usage non contrôlé surtout ? A posteriori, je pense. Parce qu'en réalité, le glissement, alors sauf accident, sauf événement de vie qui tout à coup vient vous mettre finalement un peu l'accent très fort sur le fait qu'il y ait un problème. Même quand j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie de sevrage, même dans ces moments-là, pour moi, il y avait de la fatigue. Il y a un déni qui est central dans la problématique addictive, c'est que l'individu qui est en difficulté, lui vit dans une réalité inconsciente. C'est pas du tout un mensonge savamment instruit, dans laquelle il n'y a pas réellement encore de problème. C'est le fameux je gère. Non, mais moi je gère. Et donc c'est a posteriori, je me rends compte quand même que devoir boire de l'alcool le matin pour éviter d'avoir les mains qui tremblent, pour calmer de l'anxiété, pour éviter l'hypersudation. Là, je suis désolé, c'est les projecteurs. Mais en fait, ce sont des indicateurs, mais qui, quand j'étais dans cette maladie, n'étaient pas encore allumés pour moi, n'étaient pas encore évidents pour moi. Et donc en fait, il a fallu la descente aux enfers, il a fallu tout perdre, les choses les unes après les autres. Quand je dis les choses, c'est votre vie, en fait, les morceaux de votre vie les uns après les autres, pour vraiment réaliser ce problème. Oui, alors mes consommations m'ont tout pris, ma santé un petit peu, ma relation affective, mon travail puis mon appartement. Et pourtant, le travail, normalement, c'est la dernière chose qui résiste. Normalement, le travail, c'est le dernier endroit où on va envie d'importer ses consommations. Et puis malheureusement, chez moi, le thermostat étant cassé, consommation le matin, consommation régulière pendant la journée pour éviter les symptômes de manque. Et donc, des conséquences immédiates sur ma capacité à être concentré, à être au rendez-vous, à avoir la confiance finalement de mes collègues et de mes patrons, qui eux me voyaient m'enfoncer, mais en fait, sans trop savoir en fait comment me parler. Vous dites justement de cette période, tout le monde savait, personne ne disait. Finalement, mon patron n'était pas responsable de mon addiction, mais il était responsable de ne pas avoir mis de mots dessus. Oui, et c'est un petit peu le cœur de mon engagement, parce que je travaille avec Alexis chez GAE. C'est un peu le message que j'essaie de porter, c'est il faut en parler. Et même si les mots sont maladroits, même si c'est pas vraiment... l'idée, c'est d'être un peu dans ce non-jugement et de dire, écoute, là, il y a un vrai sujet, je m'inquiète pour toi. Je suis inquiet, tu étais pas comme ça, il y a des choses qui ont changé, ça se voit, bon, évidemment l'apparence physique, un certain nombre de choses, mais finalement, rien qu'en s'appuyant sur du factuel,
on peut déjà ouvrir le sujet de la discussion. Et sans parler d'ailleurs du produit, c'est déjà de dire je m'inquiète, c'est-à-dire je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, en tant que, d'abord, il y a la dimension humaine, évidente, hein, mais aussi en tant que responsable, quelque part, je me sens responsable de toi et donc je dois au moins investiguer. J'ai refait l'historique. La seule chose que j'ai eue comme avertissement formalisé, c'est faire attention à mes retards. Et on voit que ça ne suffit pas en fait. Il faut y retourner, il faut y aller. Et donc, oser y aller avec bienveillance. Alexis Péchard, on va reprendre un tout petit peu de hauteur et parler d'une étude que vous avez produite chez GAE Conseil en février dernier. Vous l'avez réalisée en lien avec Odoxa. Ça dit plein de choses, en fait, des addictions en entreprise, mais notamment, et ça m'a interpellée, que près d'un actif sur deux a souffert d'un problème de santé mentale et déclare au moins une dépendance. C'est énorme. Effectivement, c'est énorme. Cette étude, donc, elle portait effectivement vraiment sur les liens entre la perception des Français et également des actifs de la dégradation de leur santé mentale et les corrélations éventuelles qu'ils pouvaient faire sur des comportements, des conduites à risque et également des comportements addictifs. Donc il y a un certain nombre de données chiffrées qui sont issues de ce baromètre, à la fois sur la consommation de produits. On va retrouver des augmentations aussi bien sur l'alcool, le cannabis, les écrans, les réseaux sociaux, les jeux d'argent et de hasard, les paris sportifs. Tout ressort. Peut-être un chiffre, moi particulièrement, qui m'avait interpellé, on en reparlait d'ailleurs je crois tout à l'heure, c'est sur la question de la consommation des médicaments psychotropes, où dans ce baromètre, on avait quand même 14% des Français qui déclaraient en consommer au moins une fois par an, en dehors d'une prescription médicale. Oui, un mésusage caractérisé. Quoi. Ah oui, extrêmement caractérisé. Au-delà du baromètre, je voulais juste rebondir sur ce que disait Nicolas, parce que ça me semblait vraiment illustrer ce que j'expliquais tout à l'heure sur la question du déni organisationnel. Tout le monde en parle, mais on n'en parle pas à la personne concernée, parce que c'est clairement ce qui se passe dans les entreprises, dans les collectivités, secteur privé, public, quelles que soient les tailles d'entreprise, c'est les mêmes mécanismes effectivement que l'on observe. Mais surtout, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que finalement, tant que le sujet n'est pas nommé, il n'existe pas. Et donc, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que ce silence organisationnel, ce silence finalement qui va venir alimenter le déni de la personne, c'est vraiment ça sur lequel il faut travailler en prévention, parce que pour des personnes comme Nicolas et toutes les personnes qui souffrent de comportements addictifs aujourd'hui, encore une fois, et je réinsiste, c'est vraiment ça qui est important, tant qu'on ne l'a pas nommé, ça n'existe pas pour la personne. Alors justement, on va en parler avec vous, David, avant que je ne redonne la parole à Clotilde au sujet des pros en mission, parce que ça aussi c'est un sujet très important dont on va parler tout de suite. David, on parle d'art de la dissimulation. Ça vous a concerné aussi, comment vous décririez ça ? Du coup, je pense quand même avec les personnes que j'accompagne, c'est vrai qu'il y a toujours... on parlait d'autostigmatisation tout à l'heure, je pense que c'est un petit peu la clé. C'est-à-dire que quand on se sent mal vis-à-vis de ça parce que le monde nous renvoie quelque chose de négatif, on a du mal à en parler, on a du mal à demander de l'aide. Et effectivement, on joue à cacher les choses. Et c'est pour ça, je pense par exemple à PSSM, les premiers soins en santé mentale, des choses qui peuvent aider. Quand on a un collègue qui va moins bien, savoir lui parler, utiliser les bons mots pour aussi mettre un mot, comme on disait, mettre des mots sur les choses. Vous avez raison, on parlera tout à l'heure des solutions, c'est très important de donner des ressources. Clotilde, AXA Prévention a, dans son étude aussi, et elle vient de sortir justement sur les addictions au volant, hein, les comportements routiers et le lien avec les addictions qu'il peut y avoir quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les produits psychoactifs, je vais y arriver bien entendu, mais aussi l'hyperconnexion, hein, on est sur son téléphone quand on est au volant en même temps, etc. Donc il y a toutes des statistiques sur l'accidentologie bien entendu. Vous parlez, l'un des chapitres évoque les pros en mission, c'est-à-dire ceux qui ont des véhicules de fonction. Qu'est-ce que cette étude en dit exactement ? Oui, parce qu'effectivement, outre l'étude sur la santé mentale qu'on a menée, on a un baromètre du comportement des Français sur la route depuis une vingtaine d'années. Et bien évidemment, comme on a la chance d'être un acteur multirisque, on regarde en fait la porosité des risques et l'impact. Parce qu'effectivement, la montée des addictions fait qu'il y a de moins en moins de sécurité sur la route. On a souhaité interroger les Français sur leur consommation de stupéfiants avant de conduire. Et effectivement, on savait qu'on avait déjà une crise de la vigilance avec une hyperconnexion quand même assez forte. Hein. Là, on arrive à des résultats records parce qu'on a 85% des Français qui sont connectés à leur téléphone quand ils conduisent.
Mais cette crise de l'attention, elle est maintenant couplée de comportements déviants sur la route, c'est-à-dire de prises de stupéfiants qui sont de plus en plus récurrentes, et notamment dans le domaine de l'entreprise, puisqu'on a 12% des gens qui sont sur la route pour des raisons professionnelles qui sont sous stupéfiants. Donc on a vraiment une crise de la C'est vigilance. considérable, Et donc nous en avons qui ne regardent pas la route parce qu'ils regardent leur téléphone, et nous en avons qui ne voient pas correctement la route parce qu'ils sont sous emprise. Alors Mario Blaise, chez les patients que vous recevez, quels sont les types d'accidents de travail que vous pouvez constater en lien justement avec les addictions qu'ils présentent? C'est toujours difficile de dire si c'est directement en lien, mais en tout cas, souvent c'est dans un contexte de consommation. Souvent, c'est des accidents liés à la vigilance, des accidents soit de la route, soit de scooter, de deux roues, de choses comme ça. Et puis beaucoup d'accidents parce qu'on a pas mal d'usagers qui sont dans le bâtiment. Et des accidents, alors est-ce que c'est lié à l'état de fatigue, à la consommation, à la sécurité dans le travail, de leur poste ou quoi? Mais voilà, souvent, enfin, moi, dans les patients que je peux voir, c'est ça qui... Les conduites d'engins de chantier, par exemple. Voilà, ils se font mal voilà, du fait d'accidents de travail dans le bâtiment. Nicolas Dalibard, on en parlait tout à l'heure, vous dites tout perdu au fur et à mesure, hein, mon emploi, mon logement, mon couple. Vous êtes reconstruit aussi depuis, donc Ah oui. voilà, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que, je veux dire, ce rapport avec votre employeur, en fait, il s'est caractérisé comment? Est-ce que vous avez tendu la main, envoyé des messages faibles ou moins faibles, justement, sur votre problème d'addiction? Est-ce que vous avez appelé à l'aide? Est-ce que... Surtout pas. Surtout pas, hein, je suis tout à fait d'accord, on est très très doué pour cacher, pour maquiller, pour masquer, ce serait avouer une faiblesse. Alors il y a les consommations plaisir qui dérapent, donc là ça c'est une chose, hein. Et puis il y a les consommations qui deviennent fonctionnelles. Quand on travaille beaucoup, alors encore une fois, j'étais dans un environnement, beaucoup de mes camarades et de mes collègues ne consomment pas comme moi, c'est-à-dire que c'est pas intimement et directement lié, mais dans un environnement, certaines personnes vont trouver des réponses, et notamment celles pour lutter contre la fatigue, lutter contre le stress, lutter contre l'anxiété, lutter contre les deadlines. Pour un certain nombre de bonnes raisons, d'une certaine manière, on va aller chercher la consommation de substances. Et donc l'objectif étant d'être performant, l'objectif étant d'être visible, d'avoir un plan de carrière, d'entretenir des relations, évidemment qu'on va maquiller toutes ces difficultés. Et puis avouer mes difficultés quelque part, ce serait aussi peut-être m'exclure d'une partie de mes relations avec mes collègues. Le cercle que vous aviez créé en consommant. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute cette dimension où parfois la vie privée et la vie professionnelle viennent s'interconnecter. Il y a des moments festifs, des moments de convivialité. Alors moi je parle de mon milieu, mais quand on est sur la route commerciale par exemple, eh bien, on voit bien qu'il y a ces moments un peu loin du foyer qui font qu'on se met parfois un peu en danger. Donc d'abord il fallait que je cache ça. Ensuite il y avait la honte finalement d'avouer quelque chose que je n'avais pas compris, qui était encore une maladie. Pour moi c'est une faiblesse, c'est un manque de volonté. Et puis, en fait, encore une fois, le déni très très puissant qui fait qu'on ne demande pas de l'aide. Et je suis juste arrivé au moment où vous parliez de la double peine, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est encore plus vrai quand soi-même on se sent déjà catégorisé. C'est-à-dire que pour une femme, demander de l'aide c'est impossible. Quand on est junior et qu'on ne demande pas de l'aide, quand on a un plan, on ne va pas demander de l'aide. Donc il y a aussi tout ce qu'on va projeter dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que si je demande de l'aide, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et plus on va mal, moins on en demande. Amine Mediamia, vous voulez réagir? Oui, merci. Je vais répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure qui ne m'était pas adressée, mais je me permets d'y répondre. Vous avez posé la question, quels sont les produits consommés? Je crois qu'il y a quand même, il faut dire les choses clairement, le premier produit consommé et qui est un produit qui est perçu avec une grande ambiguïté, un grand déni, c'est l'alcool en France. Et notamment dans le milieu de l'entreprise. On est dans des entreprises dans lesquelles on a des moyens de pouvoir fêter les départs, faire des pots de départ, faire des team building. On passe la journée à prendre des cafés, de l'eau, à faire semblant d'avoir une attitude écologique. Et puis, à 20h, tout s'évanouit et on se bourre la gueule. Le lendemain, il faut être à 7h30 pour faire un travail très intelligent. Donc ça pose la question de la responsabilité collective de l'entreprise. Il y a la responsabilité collective, il y a la responsabilité collective, mais de la société. On vit dans une société où l'alcool a un statut d'ambiguïté tout à fait alimenté par évidemment le renoncement, les lobbies,
la lâcheté des politiques. Vous voyez, là, ça fait 1 mois que je suis derrière, évidemment au titre de la présidente de la Fédération française d'addictologie, sur un certain nombre d'amendements sur le budget. Je peux vous assurer qu'on est totalement massacré par le lobby derrière qui ne supporte pas un demi-centime sur les taxes pour protéger des jeunes. Voilà, donc on est sur un élément qui impacte les entreprises parce que les entreprises participent à ce déni collectif. Je vais peut-être pas balancer, mais vous avez des sociétés savantes qui s'occupent d'addiction et qui ensuite, après avoir beaucoup parlé, prennent des cuites le soir parce qu'il y a le dîner. Genre, il faut balayer devant sa porte. Oui, tout à fait. Merci de le rappeler. Alors, je précise d'ailleurs qu'on a fait un pot ici hier soir pour fêter la charte de santé mentale, d'engagement et santé mentale et emploi, qui avait que du soft. Hein. Alexis Péchard. J'avais envie de rebondir en fait sur le propos d'Amine et avec une illustration d'une entreprise qui vient de me revenir. C'était il y a quelques années. C'était en 2017-2018 de mémoire. Un groupe 16 000 collaborateurs et où l'élément déclencheur de l'arrivée de la sollicitation de notre cabinet a été justement un séminaire qui avait mal tourné et où le DG m'explique de ce groupe, j'avais l'impression qu'on gérait le risque parce que dans ce séminaire avec le top management, on avait pris les clés des véhicules et surtout on avait parmi nos prestataires des infirmiers et des infirmières qui étaient là pour gérer les comas éthyliques parce que nous savions que systématiquement il y en avait toujours 3 ou 4. Donc c'est institutionnalisé en quelque sorte. Exactement. Et en fait, c'était pas ça le débat et le sujet de notre arrivée. Qu'est-ce qui s'était passé? L'élément déclencheur, c'est que c'était sorti. Pourquoi? Parce que là, il y avait eu l'événement de trop avec un cadre sup de l'entreprise, un membre du COMEX, qui a fini tout nu dans l'hôtel où ils étaient, avec une soirée mousse, avec des extincteurs, caméras de surveillance. Et voilà. Donc, élément déclencheur notable. Et où, voilà, élément aigu, et où la notion de la prévention du risque au départ, c'était on gère les comas éthyliques. Alors justement, vous ne posez pas votre micro, vous faites la transition avec une question que je voulais vous poser. Quel est le moment où on vous demande d'intervenir? On parlait tout à l'heure de voilà, l'événement qui fait déborder la coupe, etc., etc. Donc en gros, on vous appelle un peu en pompier, c'est-à-dire une fois que la crise arrive, ça veut dire qu'il y a eu des signaux faibles ou moins faibles d'ailleurs avant, et vous arrivez au moment où finalement la coupe déborde. Est-ce qu'on peut imaginer, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais j'ai le sentiment vraiment que voilà, GAE Conseil est souvent sollicité dans ce genre de cadre. Est-ce que et comment on peut agir plus tôt? Alors effectivement, nous, notre rêve, ça serait effectivement de ne faire que du préventif et que de la prévention primaire et pas intervenir simplement sur des situations pompiers. Alors je vous rassure quand même, on ne fait pas que ça. Hein. C'est effectivement... voilà, c'était pas mon propos. Heureusement. Donc peut-être deux choses. Il y a à la fois, je dirais, des grands moments dans l'année, des grands rendez-vous. Les grandes campagnes de santé publique auxquelles les entreprises s'adressent et commencent à les relayer de plus en plus. Bien évidemment, je pense au mois sans tabac, mais pas que. Vous avez d'autres moments, je pense à la Journée mondiale de la santé et sécurité, bien sûr, le 28 avril. Puis voilà, il y a plein de dates comme ça dans l'année auxquelles les entreprises se saisissent d'un événement extérieur du calendrier pour parler des questions de qualité additive, aussi bien sur la question des produits que sur les comportements dont on parle quand même de plus en plus dans le monde du travail, fort heureusement. Voilà, donc il y a ces premières choses. On a chez GAE Conseil de plus en plus de partenariats à la fois avec des assureurs, des groupes de protection sociale, des mutuelles qui nous permettent également d'organiser un certain nombre d'actions de prévention, de sensibilisation où on peut parler du sujet de manière totalement préventive et totalement décorrélée, fort heureusement, d'un élément déclencheur aigu. Oui. Et puis après, on a également des entreprises qui sont convaincues qu'il est nécessaire d'aller plus loin que la seule question de la sensibilisation et où là, il y a véritablement un sujet avec l'ensemble des parties prenantes, les partenaires sociaux et où on construit des politiques plus ambitieuses sur les 3 niveaux de prévention, en prévention primaire, secondaire et tertiaire, sur le risque addictif. Alors justement, David, je reviens un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de bienveillance institutionnalisée, en quelque sorte. Quel rôle ça joue, en fait, ce cadre de travail bienveillant, une sorte de vigie un peu permanente, même si on n'est pas tous sur les dents, mais en tout cas d'avoir justement ce rôle de sentinelle au sein du travail, c'est-à-dire que votre employeur le formalise comme ça au quotidien. Qu'est-ce que ça vous apporte?
Déjà, on parlait un peu des racines tout à l'heure, et c'est vrai que Bien dans votre- quand on a peut-être un mal-être qui est à l'origine de consommation, si on a un environnement bienveillant, déjà ça limite un peu. Et puis effectivement, le fait d'avoir une équipe qui est plus aux petits soins, enfin qui est vraiment, si elle sait qu'on a une fragilité particulière, donc dans mon cas, voilà, ça peut être le fait de beaucoup travailler alors que j'ai une pathologie, mais dans d'autres cas, ça peut être une consommation excessive ou un mésusage quelconque. Mais en tout cas, d'avoir cette attention particulière quand on sait que quelqu'un a une difficulté et d'aller vers lui pour l'aider. Moi, je sais qu'il y a des collègues qui viennent des fois me voir le soir en me disant t'es venu tôt ce matin, tu devrais rentrer chez toi maintenant. Et je trouve ça déjà hyper sympa. Et pour le coup, ça fait partie de tout un ensemble, toute une façon de travailler. Moi, du coup, je suis médiateur de santé père. J'ai eu une très bonne intégration à la MGN. Et je pense que ce n'est pas seulement le fait que je sois médiateur de santé père. C'est vraiment qu'il y a, je pense, une culture vraiment Une culture d'entreprise qui est faite comme c'est ça, de l'intégration, de la bienveillance, d'être sympa avec les collègues. Et ça joue beaucoup, je pense, pour créer un climat qui, justement, favorise soit de ne pas développer une pathologie ou de ne pas développer une addiction, soit de résorber un peu ce qui existe déjà. Alors, on a fait une cartographie qui était ultra nécessaire, bien sûr, et très intéressante. J'aimerais qu'on se tourne un petit peu vers les solutions. Maintenant, je m'adresse d'abord à nos deux cliniciens ici. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut jouer en la faveur, finalement, de la réduction des addictions en entreprise, des addictions tout court, bien sûr, mais donc en entreprise par ailleurs? Mario? Je crois qu'on a déjà commencé à en parler un petit peu. Qu'il y ait des moments où on puisse parler des problèmes d'usage et des problèmes d'addiction. C'est-à-dire qu'il y ait des moments, mais aussi qu'il y ait des espaces de dialogue pour ça, des espaces où on puisse faire de la prévention, on puisse trouver comment parler donc des difficultés d'usage, comment parler des risques. Voilà. Donc ça, c'est hyper important qu'il y ait des moments pour ça. Et puis, donc une accessibilité aussi aux soins pour les gens qui ont les problèmes. Donc, l'attention des collègues, l'attention de l'encadrement, tout ça, c'est hyper important. Et des services de santé au travail, probablement. Et les services de santé au travail. Mais moi, je crois beaucoup à une organisation, à un travail institutionnel d'organisation avec différents niveaux, différentes strates. On voit à l'hôpital comment, quand on a un problème, c'est important qu'il y ait un travail individuel. Quand il y a quelqu'un qui a un problème plus individuel, on puisse lui en parler. Mais il y a aussi l'encadrement qui est là pour ça. Il y a le reste de l'équipe qui est là pour ça. Il y a la médecine du travail qui est là pour ça. Voilà. Et chacun a sa place. Et comme ça, il y a un rôle de tiers. Voilà. Chacun joue le tiers pour l'autre. Et c'est hyper important, ce collectif-là, de le penser comme ça. Amine Bediamina. Alors, très, très important au sein de l'entreprise, puisque c'est le sujet, ce qui est important, c'est la bienveillance, l'empathie, la possibilité de rédiger une charte à l'intérieur des entreprises dans lesquelles chacun trouve sa place, les services de santé au travail qui doivent avoir une position de neutralité à la fois vis-à-vis de l'employeur et des personnes qu'ils ont sous leur responsabilité. Et les situations de difficulté doivent faire l'objet toujours finalement de discussions. Alors pour ceux qui sont intéressés, je ne fais pas de la publicité pour rien, je préside Addicted et on a une plateforme qui s'appelle Addicted Pro dans laquelle vous avez à peu près 80 situations, 80 fiches. C'est Addicted Pro, Nicolas n'est pas là, mais est financé en grande partie par la Mildeka. C'est une association à but quasi public et je vous invite à pouvoir aller récupérer ces fiches qui sont très bien faites. Et d'ailleurs, Alexis fait partie des personnes sources et on a des situations précises qui sont discutées en copil et pour lesquelles il y a vraiment des possibilités d'intervention. C'est vraiment une nouvelle façon de percevoir les choses. Pas de déni, pas de jugement, pas de peur de la part des personnes qui sont malades d'être jugées ou d'être... voilà. Donc il y a une nouvelle façon d'aborder les choses qui peut être un moyen de s'en sortir. Alors, même si la Mildeka n'est pas parmi nous aujourd'hui, qu'elle malheureusement ne peut pas être représentée, Alexis Péchard, vous connaissez bien la charte ESPER. ESPER, les entreprises et les services publics s'engagent résolument. Voilà ce que cet acronyme veut dire. Qu'est-ce que ça promet finalement? On sait que voilà, c'est un regard neuf, sans tabou. J'y mets tous les guillemets aussi nécessaires, puisque cette citation n'est pas de moi, mais c'est ce qu'elle promet, cette charte. En 2 mots, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, elle permet, je prends le parallèle en fait avec la charte d'engagement de la santé mentale au travail, qui a été représentée hier avec les premiers signataires. Aujourd'hui, la charte ESPER, c'est un petit peu plus de 100
signataires, collectivités, associations, entreprises privées, de toute taille, tout secteur d'activité, qui s'engagent, je dirais, comme dans la charte de la santé mentale au travail, autour de 4 grands axes. Le fait de construire une politique de prévention des conduites addictives, d'en faire un sujet de dialogue social, d'accompagner les collaborateurs les plus en difficulté et de prévenir la désinsertion professionnelle. 1,7 million de salariés aujourd'hui, hein, c'est bien Oui, ça. tout à fait. Mm. Voilà, donc 4 axes, des outils, des rencontres entre signataires qui sont encadrés. Et ce qui est vraiment intéressant, et je dirais le retour peut-être d'expérience d'entreprises ou de collectivités ou d'associations qu'on accompagne et qui sont signataires de cette charte, les raisons qui les motivent, c'est d'ancrer je dirais de manière publique, sans forcément faire une communication externe, mais en tout cas une communication interne, vraiment pour ancrer le sujet, les ambitions au plus haut niveau d'une organisation, avec des engagements pris de manière très forte de la part des dirigeants. Et ça, c'est vraiment ce qui est important pour insuffler, d'avoir vraiment un sponsor le plus haut possible. Donc cette charte le permet. Et puis, au-delà des outils, dont notamment toutes les fiches pratiques qu'évoquait Amine sur Addicted Pro, c'est aussi de pouvoir échanger avec des entreprises de tout secteur, certaines qui sont très matures parce que engagées sur le sujet de la prévention du risque addictif parfois depuis des dizaines d'années, et puis d'autres qui démarrent, qui initient. Et voilà, ces échanges de bonnes pratiques sont très riches. Oui, exactement, absolument. donc la communauté est très importante. Alors, toujours du point de vue de l'entreprise, Clotilde Dufrété, AXA Prévention justement, enfin, et même AXA Group, hein, vous allez pouvoir élargir un petit peu. Vous avez formé beaucoup de vos collaborateurs au premier secours en santé mentale, autrement appelé PSSM. Vous avez d'autres initiatives, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, enfin, un mot quand même sur PSSM, les premiers secours en santé mentale. Nous, c'est une initiative qui nous a tout de suite beaucoup plu parce que au sortir de la crise sanitaire et après les assises de la psychiatrie, on a beaucoup voulu faire des solutions digitales sur la santé mentale. Et honnêtement, je pense qu'on a aussi besoin de remettre beaucoup de liens et de relations entre les gens. Et les premiers secours en santé mentale ont été vraiment une des premières actions qu'on a souhaité porter au niveau d'AXA Prévention, puisqu'on offre cette formation aux TPE-PME. Mais l'ensemble d'AXA nous a suivis en fait dans cette formation. Et partout en France, c'est 400 secouristes, même plus de 400 secouristes qui ont été formés. Donc ce sont des collaborateurs d'AXA, aussi des chefs d'entreprise de TPE, PME, qui sont en capacité d'aider leurs pairs, de repérer justement les faisceaux d'indices dont on parlait tout à l'heure. Et c'est une communauté qui, au niveau d'AXA, est animée. C'est-à-dire que ces secouristes se voient, les uns, ils se rencontrent et ils continuent de cheminer ensemble. Avoir une sorte de réseau sentinelle. Exactement. Donc on est très fiers de la communauté qu'on a pu former. Au niveau du groupe, donc il y a effectivement cet accompagnement vraiment physique, hein, relationnel. Mais il y a aussi une initiative qui s'appelle l'Odyssée de la santé mentale. Chez nous, c'est une formation obligatoire, c'est-à-dire que vous ne faites pas votre formation obligatoire sur la santé mentale. Vous êtes retoqué en fin d'année, c'est-à-dire que votre manager vous convoque. Pourquoi vous n'avez pas fait cette formation obligatoire ? Donc nous, on est vraiment dans une culture de déstigmatisation de la santé mentale. Et notre groupe également, alors je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle Groupe Thérapie, qui est diffusé sur Prime Video. Et ce sont nos équipes internationales qui ont souhaité en fait faire ce documentaire. C'est une dizaine de stand-uppers, d'humoristes américains qui en fait se rassemblent et parlent tous de leurs problèmes de santé mentale. Donc on est vraiment là dans un partage. Alors c'est fait à l'américaine, hein, bien évidemment, tout le monde arrive à rire de son problème, mais je pense aussi que c'est quelque chose qu'on aurait besoin de développer et de partager et de pouvoir aussi bien en parler que vous deux par exemple. Justement, Nicolas, David, on terminera par vous. Vous êtes père aidant, tous les deux. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait la force de la pérédance ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, peut-être, on parlait d'espace de parole, d'ouvrir un espace de parole avec les personnes qui ont un souci quelconque. Peut-être c'est plus facile d'en parler avec quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire.
ça invite aussi à s'ouvrir à ce dialogue. Après, il y a le partage de stratégies. Quand on est déjà passé par ce genre de problème, on peut partager un peu ce qui nous a aidé nous, même si ça ne va pas forcément aider l'autre personne, ça peut être une piste. Et puis, il y a le fait qu'on incarne quand même, du coup, en tant que personne concernée par un trouble ou par un mésusage de substances qui, du coup, s'en est sorti ou qui est bien avancé sur son parcours de rétablissement, le fait d'incarner ça, d'incarner l'espoir pour la personne qui se dit bah, peut-être que je peux m'en sortir aussi, je pense que c'est un outil important aussi. Nicolas. Oui, alors en dehors effectivement de ces identifications, que ce soit en amont de la prise de conscience, quelque part ma vie, si je la raconte à quelqu'un qui se reconnaît dans ma vie dans la maladie, s'il s'y reconnaît, quelque part ça peut l'aider à cheminer dans sa propre réflexion. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut partager avec une dame de 95 ans qui a un trouble de l'usage de l'alcool. En réalité, parfois, j'ai plus en commun avec elle qu'avec mes propres cousins. Donc, vous voyez, ça peut se jouer sur des choses assez étonnantes. Parfois même, c'est sur une marque d'alcool que l'on consommait. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça qui peuvent être assez étonnantes dans la rencontre. Et puis, il y a finalement cet espoir d'un aller mieux, cet espoir d'un rétablissement. Et puis, dans la grande famille de la pérédance, il y a d'autres niveaux aussi d'intervention. Il y a finalement, aujourd'hui, le simple fait d'être là devant vous, de pouvoir vous en parler. J'ai la chance d'intervenir à l'Université Paris-Cité en enseignement. Donc je suis en face de médecins généralistes et je leur parle de mon parcours et je leur explique à quel point ils ont un rôle fondamental dans la détection et le repérage. Et puis juste avant, j'étais avec la Haute Autorité de Santé pour évoquer aussi ces sujets-là. Donc on a à la fois finalement être la voix et être entendu, parce qu'on a certainement des choses à dire, être écouté. Et puis aujourd'hui, on est accueilli. Et ça, c'est extraordinaire de voir que sur ces pathologies-là, merci d'avoir fait cette année de la santé mentale. Est-ce qu'on en fera une spéciale addiction? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ces sujets-là, on est aussi représentant des usagers du système de soins. On est aussi représentant du système de santé. Et on est là pour témoigner que, en réalité, quand on est dans la maladie, on est inaudible et on n'a pas envie d'être entendu. Et que ce qui va jouer pour nous beaucoup aussi, c'est la posture, le changement de regard. Et c'est vrai que c'est les personnes rétablies qui en parlent comme ça le plus En tout simplement. cas, je retiens de vos discours à tous que la réponse est collective, elle est systémique. Ça, c'est très important de le rappeler. Vous constaterez aussi qu'il y a une addiction dont on n'a pas parlé, c'est l'addiction au travail. Voilà, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde un jour. Merci beaucoup, merci à tous.